Je me disais, bon, c'est en Chine, ça arrivera jamais en France, c'est une simple grippe. J'étais plutôt... je nous pensais plutôt préservés. C'était loin, c'était juste, une idée. Au début, c'était qu'une idée, et puis finalement, c'est arrivé jusqu'à nous. Voilà. Moi, je me souviens très très bien que ce qui a tout fait basculer, c'est lorsque Emmanuel Macron a dit « nous sommes en guerre ». Et nous sommes arrivés du jour au lendemain dans une HAD et la première des choses qu'il a fallu gérer, c'est l'épidémie de peur. Et le 12 mars, on a arrêté les visites totales. Il n'y a plus personne qui rentre, à part les soignantes, les livreurs, la poste, personne ne rentre. Et quand on nous a annoncé le 16 qu'on a un cas qui était du rez-de-chaussée, puis on s'est dit maintenant, on va se battre pour que ça puisse s'arrêter là. Que nos résidents ils n'ont rien. Et le Covid est rentré, il nous a montré qu'il était plus fort que nous. Et on s'est dit, mais attendez, on a mis des barrières tout autour et ça rentre quand même, quoi. Comment ça se fait ? Donc ça a été dur et je dirais que ça a été le début, quoi. Enfin, le début de cette lame de fond qui nous est tombée dessus, quoi. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, j'ai l'impression qu'on a plus vu la lumière du jour. On a mis en place des tournées Covid par rapport aux patients qu'on a pu prendre en charge. Et je me souviens très bien d'une réunion où on a posé la question finalement aux soignants en leur disant écoutez, on entend vos inquiétudes, on peut comprendre que vous ayez peur, etc. Dites-nous si vous ne souhaitez pas aller sur ces tournées Covid. Je pense que certaines personnes qui se sont absentées pendant la période Covid pour X ou Y raisons, mais en grande majorité la crainte, c'était bien qui restent confinés chez eux et qui prennent le temps en fait de prendre soin d'eux, parce que travailler dans une période compliquée avec des gens qui sont très stressés, angoissés, une crainte qui en devient qui est handicapante au final. Envahissante aussi. Envahissante, du coup ça met une dynamique dans une équipe pas très saine. Il faut être honnête. À cette période-là, n'importe qui allait voir un médecin en disant « je travaille dans un EHPAD où il y a le Covid », il avait un arrêt. Il faut être honnête avec ça. Donc ça veut dire que la personne, si elle était là, c'était parce qu'elle voulait être là. Elle avait décidé d'être là. Et là, on n'est plus dans le code du travail, on n'est plus... Non, c'est parce qu'elle avait fait le choix d'être là, avec nous. Et c'était en ça, ce merci, quoi. On est obligé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Nous-mêmes, on avait peur, on avait très peur. Mais c'est comme si un pompier, il y a un incendie et le pompier dit c'est trop dangereux, donc je vais pas l'éteindre, quoi. Il dit que j'ai peur, j'y vais pas, non, ça m'a jamais traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est ton travail, il faut que tu le fasses, parce que si tu le fais pas, qui est-ce qui va le faire ? Qu'est-ce qui va le faire ? Ces résidents, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, ils sont dépendants de nous. Pour moi, c'est important parce que je me dis que je suis utile. Je suis utile à quelque chose. Ce que je fais, si je ne dis pas que je suis irremplaçable, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Mais quand même, je me dis que tout le monde ne peut pas faire ça. Et moi, je suis là, je le fais. Donc ça me rend fière de moi. La pression mentale aussi, c'était de ne pas ramener le microbe à la maison. C'était pas d'avoir peur de l'attraper, parce qu'on était dans le feu de l'action, mais la peur de contaminer nos familles. Et là, on peut en parler toutes les deux, puisqu'effectivement, Anne-Laure est venue se confiner chez moi pour épargner ses parents. Et nous avions à la maison établi un vrai protocole. Tu peux en parler d'ailleurs. Oui, on avait chacun la salle de bain, chacun son mail de la maison, les distanciations sociales. Moi, je l'ai vécu quand même très mal parce que j'étais éloignée de ma famille. Je devais rester dans ma chambre. J'avais ma chambre et ma salle de bain à part.
Et je mangeais pas avec eux. Pas de bisous à plus d'1 mètre d'eux. C'était quand je devais leur parler, par exemple, ils étaient dans le salon, moi je restais en dehors de ma chambre ou vraiment à l'entrée. Je les voyais pas beaucoup, c'était assez dur quand même. J'ai mis mon fils en isolement pendant 2 mois, loin de moi, à Pornic chez mon frère. Donc ça a été une période un petit peu compliquée, mais c'est une décision que j'ai prise parce que je pense qu'en tant que direction d'établissement, on doit être là pour nos équipes. Et c'est vrai que pour moi, je l'aurais perçu comme quelque chose d'anxiogène, le fait de ne pas pouvoir être 100% disponible pour mes équipes et finalement pas non plus 100% disponible pour mon fils, puisque ça a été une présence quand même assez accrue pendant cette période-là. Donc voilà, ça a été 2 mois loin de lui. C'était son anniversaire aussi le 31 mars, donc c'est des moments qu'on passe pas en fait avec son enfant, mais on sait pourquoi on le fait. Je pleurais souvent quand je rentrais chez moi le soir. Parce que j'étais fatiguée, parce que je regardais les infos, parce que ça me rendait triste de voir ce qui se passait. Parce que tant qu'on porte une blouse, on est un peu protégé par notre blouse. Et une fois qu'on n'a plus de blouse, On est vulnérable. vulnérable comme les autres. Donc quand je rentrais chez moi le soir et que je voyais les infos avec le nombre de morts, ça me rendait triste. Quand je voyais les personnes qui témoignaient d'avoir perdu un proche, ça me rendait triste. Quand je rentrais chez moi et que j'étais toute seule et que je voyais pas ma famille, ça me rendait triste parce que j'ai été confinée toute seule. Fin mars, début avril, ça a été l'hécatombe. Enfin, le nombre de décès, c'était tous les jours, on arrivait, on se disait la mort va frapper dans quelle porte. Donc ouais, pour moi, fin mars, début avril, dans ces eaux-là, ça a été très dur. La première question que j'ai posée à mes collègues que j'ai rencontrés, en commençant par l'accueil, c'était pas ni comment allez-vous, ni comment ça va, ni c'était qui est décédé aujourd'hui. Et au bout de 2 semaines, de te demander à chaque fois quand tu arrives au boulot, bon, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est décédé, ça te fait mal. On est habitué, on travaille dans une maison de retraite, on est habitué avec la mort. Si on peut dire qu'on est habitué, on s'habitue avec la mort. Mais là, c'était vraiment choquant. Donc, ils nous donnaient des sacs qu'il fallait emballer les résidents décédés. Ah, j'ai dit non. Pour moi, c'était inconfus. Je ne peux pas dire que je accompagne des résidents bien et à la fin, on nous dit non, vous n'avez pas le droit de le toucher, non, c'est Covid, vous risquez de l'attraper. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je pense que dans toutes les cultures et toutes les civilisations, et le rituel, le deuil, c'est présent depuis... Et là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Il y a une famille qui m'a dit, est-ce que c'est vraiment maman dans le cercueil ? Je ne l'ai pas vue, je ne sais pas. Je n'ai pas vu son visage. Comment le deuil se passe ensuite ? Et on se disait, allez, on nous a dit que le pic épidémique c'était pour mi-avril, donc allez, on va bientôt passer le pic, ça va aller, etc. Et puis il y a eu le décès du docteur Garmezzano, quoi. Le 11 avril, et ça a été... Ça a été le coup de massue, ça a été un tremblement de terre, quoi. Ça a été une autre prise de conscience. C'est que nous aussi, on pouvait mourir, quoi. C'est pas que les résidents. Là, elle est jeune, elle a 60 ans, elle est en pleine santé, elle a pas de comorbidité. Il n'y a aucune raison pour qu'elle meure. Et de ne pas l'avoir revue aussi, de se dire qu'elle est partie comme ça, on n'a pas pu lui dire au revoir, nous non plus. Ça aussi, ça a été dur. Alors, on s'est réunis régulièrement pour prier pour elle. On avait un petit hôtel avec sa photo, des bougies qui brûlaient toute la journée, qui ont failli mettre le feu à la maison d'ailleurs.
Et puis elle vivait avec nous en fait, on l'a emmenée avec nous partout, quoi. On passait devant sa photo et on lui faisait un petit coucou, on lui racontait, enfin moi je sais que je lui racontais ma journée avant de partir. Je me suis dit à la fin, après tout ça, et elle est devenue l'ange au ciel pour nous parce qu'elle a vu comment on se battait ici. C'était une grande dame. Mais c'est la vie, que veux-tu? C'est la vie. C'est la vie, oh, c'est la vie. On faisait très attention. Je crois que voilà, on était quand même en mode astronaute à un moment donné. On avait des masques, certains avaient les visières, les charlottes. Ils nous reconnaissaient à peine. Donc moi, à un moment donné, j'étais obligée de tirer le masque, le remettre, pour qu'ils puissent voir quand même une émotion. Ils ne comprenaient pas le contexte, donc il fallait qu'ils voient au moins mon sourire pour être rassurés. Donc voilà, il a fallu trouver le bon équilibre entre l'urgence sanitaire et puis les besoins de nos résidents. Entre les deux, c'est compliqué. Parce qu'on se dit, si on enlève les protections, on risque de les contaminer. Si on l'enlève pas, ils ne nous reconnaissent pas, ils sont angoissés aussi de voir la personne qu'ils ont devant. C'est le sentiment qui régnait, c'est qu'on ne savait pas si ce qu'on faisait, c'était la bonne chose à faire. Un matin, on nous disait, aujourd'hui, on va essayer de faire ça, de mettre ça en place, et l'après-midi, on nous disait, non, finalement, on va peut-être pas faire ça. Le lendemain, on pouvait reprendre encore une autre mesure qu'on allait déconstruire 2 jours après. C'était parmi tous les sentiments bizarres qu'on a pu avoir, c'était un sentiment d'être égaré, d'être perdu. On s'appelait des covidologues. Mais les covidologues, c'est des gens qui ne savaient absolument rien. On a dû s'adapter au protocole, mettre en route des soins, sans savoir réellement si on faisait bien. En fait, le plus difficile, c'est de me dire, là, je mets quelque chose en place, mais si ça ne fonctionne pas. J'avais une culpabilité. Une culpabilité en me disant, si ça ne marche pas, si mon personnel se retrouve contaminé, si... Il y avait plein de si. C'était d'aller voir les équipes, de me dire, il faut que je leur fasse croire qu'on maîtrise la situation, alors que c'est pas vrai. Ça, c'était très dur parce que je me disais, ils ont confiance en nous, sauf que je ne sais pas. Et en fait, à partir de ça, je me suis dit, dis-le que tu sais pas, et dis-le que tu les écoutes et que ils ont peut-être des solutions qu'elle t'a pas pensé, et puis écoutez, on nous parle toujours bénéfice-risque, que la décision aujourd'hui c'est ça, mais peut-être que ça va changer, et voilà. Et c'est peut-être la meilleure solution pour aujourd'hui, et on verra demain si c'est toujours la meilleure solution. Mais d'accepter de dire je ne sais pas. Personne n'était réellement dans son poste, on était tous ensemble, on faisait qu'une seule et même équipe. Et le médecin aussi, il est avec nous comme un collègue. C'est vrai quoi. Très proche. Le psychiatre était devenu un collègue, on le voyait tous les jours. Il passe seulement vite fait pour voir ses patients, il part. Mais là, il est avec nous toute la journée. Et on mange ensemble, on parle ensemble. Il n'y avait plus forcément de lien hiérarchique, entre guillemets. On était tous au même niveau. Et moi, j'ai trouvé ça très enrichissant, qu'il n'y ait pas de cloison. Et qu'en fait, tout le monde puisse faire le rôle de chacun et se rendre compte de l'importance, en fait, de ce rôle-là. Toute la direction, tous ceux qui portaient les talons et tout le monde a laissé les talons. Portait comme moi les chaussons allaient. Oh, on courait. Ah non, on était en mouvement. Non, ça courait de partout. Ça courait. Tout le monde a mis la main à la pâte.
Ça m'a beaucoup marqué ça. Même la directrice, elle est arrivée des fois où elle a fait le ménage. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait ni directrice, ni sous-directrice, ni infirmier, ni ASH, ni soignant. On faisait tous la même chose. Il y a eu beaucoup d'entraide. Il y avait une solidarité qui était là. Il fallait être unis pour le combat. Voilà, on essayait d'oublier un petit peu cette maladie, comment dire. Donc on essaye d'oublier un petit peu et de rire ensemble, d'être ensemble. Et, voilà, on revient avec le sourire. Faut toujours aller avec le sourire. Faut jamais se dire qu'on s'arrête là. Pas s'arrêter surtout. On a puisé dans les collègues, mais on a aussi puisé dans les patients. Parce que les patients étaient plus dans le... On ne recherche pas une reconnaissance forcément, mais ils étaient vraiment dans la bienveillance. Ça veut dire merci pour ce que vous faites, faites attention à vous, faites attention à vos familles, restez avec les gestes barrières, etc. C'était pas juste... Il n'y avait plus d'individualisme, c'était plus de la solidarité. Et c'est ça qui nous a aidés. Franchement, c'est vraiment ça qui nous a fait tenir. Le déconfinement, ça s'est fait en 2 temps. D'abord, ouf, et un peu ouf, l'envie un peu de sortir, d'oublier, mais quand même avec les gestes barrières qui sont restés. Après, il y a eu une autre dimension, c'est la fatigue qui est retombée, les nerfs qui sont retombés. Mais on a eu du mal quand même à reprendre nos marques finalement et une vie un peu normale, puisque on a vraiment tout mis en stand-by en fait. Tous les projets finalement qu'on avait aussi sur l'établissement, tout ça, ça a été mis en stand-by. Et c'est vrai que quand on revenait sur des événements qu'on avait pu vivre au mois de janvier ou au mois de février, moi je me disais mais j'ai l'impression que c'est dans une autre vie finalement. On ne pensait pas déjà connaître une pandémie dans notre carrière. En tout cas, moi je ne pensais pas connaître une pandémie dans notre carrière. Donc quand même, on peut dire qu'on a réussi à tenir un service ou être avec des patients pendant une pandémie. La deuxième vague, on aura plus de ressources. S'il y a une deuxième vague, on aura plus de ressources. Après, je ne dis pas que ça sera plus facile, mais on aura plus de ressources. On sera préparé. On sera préparé quand même. On sait comment réagir, entre guillemets. On est formé là. Voilà. C'est dur d'y penser. À la fois, il faut s'y préparer. En tant que professionnel, il faut s'y préparer. Et à la fois, en tant que personne... je ne sais pas si on aura l'énergie. Bien sûr que si on la trouvera, l'énergie, maintenant qu'on est passé par tout ça, je sais qu'on la trouvera, mais... Ah là là, on se sent pas... on est épuisé là. On est épuisé. C'était tellement agréable et plaisant de savoir que quand tu avais terminé ta journée de travail à 20h, tu sortais dans la rue et d'entendre des applaudissements, c'était juste magique. T'avais vraiment, c'était la finalité de ta journée, tu vois, d'avoir cette satisfaction et de te dire waouh, t'es pas seul, mine de rien, tu trimes, t'as trimé toute la journée, mais aujourd'hui t'as de la reconnaissance. Je me dis, moi je suis héroïne tous les jours, c'est pas forcément cette période-là. Et quand on me l'a posé la question, ça y est, tu t'es sentie héroïne? J'ai dit, moi je suis héroïne tous les jours. Après, dommage que cette profession a besoin de pandémie pour qu'on reconnaisse ce qu'on fait. Je pense que le merci d'un patient ou le merci d'une famille ou le merci d'un service, parce que nos patients, ils sont très ensemble, donc du coup, ça peut être plusieurs patients en même temps. Ah merci, vous avez fait ça pour moi et vraiment, on ne l'a jamais fait pour moi. Je pense que ça a plus de valeur que des milliers d'applaudissements aux fenêtres à 20h. En tout cas, pour les citoyens, ces petits moments d'applaudissement sont terminés. Ces petits moments de privilège, priorité aux caisses ou autres, c'est terminé aussi. Voilà.
Je ne sais pas si notre métier sera vraiment reconnu comme tel, mais en tout cas, nous, j'espère qu'on continuera notre métier comme ça. Franchement, la pandémie, il y a peut-être des infirmiers qui se disaient franchement, j'ai mal choisi mon métier ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais contente d'être infirmière pendant la pandémie. Franchement, je me disais, c'est un métier qui est utile. On était contents. On était assez fiers. On était là, on allait travailler, on aidait les autres. Et c'était vraiment, on se disait, le matin, je me réveille et je vais aider les gens. On se sentait utile. On se sentait utile. Et, ça a renforcé notre voix. Je pense pas qu'on puisse comparer ce qu'on a vécu avec la guerre. Parce qu'on n'avait pas d'armes. On n'avait pas d'armes pour combattre. Donc non, je pense que c'était un combat perdu dans ces cas-là, si c'était une guerre. Donc non, je crois pas que ce soit très heureux comme comparaison. Je pense que si c'est pas une guerre, en tout cas c'est un combat. C'est un combat contre la maladie et un combat pour maintenir l'être humain et la relation. Je crois que c'est ça le combat qu'on a essayé de mener. Je me dis qu'un jour, je dirai à mes petits-enfants, vous savez, en 2020, il y a eu le Covid-19 et j'étais là. J'étais sur le terrain. Et je serai très, 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 très fière de moi quand je leur dirai ça. Et j'espère que ce jour viendra. Et ce qui est sûr, que ce sera marqué quelque part dans l'histoire. Et je me dis que je ferai partie de cette histoire, puisque je l'ai vécu et j'étais sur le terrain. J'étais fière du métier que j'exerce. Je suis encore plus fière depuis. Plus fière depuis. Je suis encore plus que fière. Ouais. Là, je veux le dire. Plus que fière.